trigonalisable. Enfin, voilà. Pourquoi est-ce que, si j'ai mes valeurs propres dans C, entre guillemets, pourquoi est-ce que je suis forcément diagonalisable sur C et pas trigonalisable sur C? C'est des choses qu'on a vues et qu'on sait. Si vous avez... Daouda? De la différence des valeurs propres, en fait, si on a par exemple pensé une seule valeur propre réelle, dans l'équation du second degré, donc on a un delta qui est négatif, on a deux valeurs propres distinctes, conjuguées. Voilà, c'est un peu tout le truc. C'est même en allant plus loin. T'as dit si on a une valeur propre réelle, mais en allant plus loin. On a une matrice 3-3. Son polynôme caractéristique, c'est un polynôme de degré 3 à coefficient dominant égal à 1 en x cube. Du coup, c'est un polynôme de degré 3 qui tend vers moins l'infini en moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. Ce polynôme s'annule au minimum, et c'est sûr et certain, une fois dans R. Donc, si toutes les valeurs propres ne sont pas réelles, la seule chose qui peut se passer, et c'est la seule chose qui peut se passer, il y aura une valeur propre réelle, celle qui annule le x cube, entre guillemets, et derrière, bah, les deux autres valeurs propres, si elles ne sont pas réelles, sont forcément, puisque le polynôme est à coefficient réel, là, les valeurs propres sont forcément complexes, conjuguées l'une de l'autre. Si elles sont conjuguées l'une de l'autre et non réelles, entre guillemets, elles sont distinctes. Et donc, j'ai forcément trois valeurs propres distinctes dans ce cas-là. Si j'ai trois valeurs propres distinctes, ma matrice est forcément diagonalisable. Donc, le seul cas qu'on doit apprendre à gérer, c'est le cas des matrices qu'on n'a pas encore gérées, et il faut que je vous explique et que je vous montre. C'est le cas des matrices diagonalisables dans C. Et ça donne une petite subtilité qu'il faut quand même qu'on regarde. Je vais en parler dès qu'on aura fini de diagonaliser la matrice et qu'on va arriver à résoudre le système des quadifs. Il y a une petite chose qui n'est pas écrite noir sur blanc dans le programme, mais qui est utile et qu'il faut comprendre, et c'est juste comme ça qu'on va faire les choses. Plutôt que de poser un système, je pense qu'on peut raccourcir les choses et gagner du temps. Alors, je vous ai dit, celui-là, il sera fait en TD. C'est un but de votre exo de votre TD. Je vous remets juste quelque chose, je vais juste vous l'écrire matriciellement. Si j'écris grand X', c'est le vecteur colonne X', Y', Z'. Ce système, c'est le système qui est là. Je vous ai déjà parlé de cette matrice-là. Tiens, vous avez même eu un DS avec cette matrice-là. Un concours blanc, je dirais même. Ça, c'est ce qui s'appelle les matrices circulantes. Enfin, c'est pas le nom, vous n'allez pas le connaître, mais en gros, quand vous la mettez au carré, le 1 passe là en haut, les deux 1 passent en bas. Quand vous la mettez au cube, ça revient des 1 sur la diagonale. Vous l'avez eu en dimension n, un exo comme ça au concours blanc. J'avais fait la version E3A, où il fallait calculer les puissances d'une certaine matrice F, et c'était ça qui arrivait dedans. Donc on sait faire, il y a des trucs classiques, ça fait apparaître les racines énièmes de l'unité. Vous verrez ça dans votre TD de vendredi. Donc moi je fais le deuxième. Le deuxième, j'ai cette matrice-là. Donc on cherche à résoudre x' égale à x pour A, qui est la matrice, je la recopie ici, 1, 2, 0, moins 1, 0, 2, 3, 1. Bah, si on veut résoudre le système pour cette matrice-là, la première chose à calculer, ce sont ses valeurs propres. Donc je vais commencer par calculer xia. Xia, c'est le polynôme x-1, 1, moins 2, x plus 1, moins 3, 0, 0, x moins 1. Ouais, je me suis pas trop embêté. C'était vraiment pour aller vite. Je développe clairement, vous devez voir qu'ici on va développer. Je développe par rapport à la troisième ligne. Si je le fais, je vous rappelle qu'il faut calculer vos mineurs pour être sûr. Ça fait plus, moins, plus, moins, plus. Donc je vais me retrouver avec du plus x moins 1, facteur du déterminant. Je peux aller jusqu'au bout par contre, je pense dans l'autre sens. Ouais, je peux aller jusqu'au bout. Fois le déterminant de 2 quand je barre ces deux lignes. Donc il me reste le x moins 1, x plus 1, 1 moins 2. Du coup, ce polynôme caractéristique, ça devient x moins 1 facteur de... alors, je vais le mettre facteur de x moins 1, x plus 1, moins 2 qui fait du plus 2. Si vous le développez, ça fait du x moins 1 facteur de x carré. J'ai pas de x, j'ai du moins 1, j'ai du plus 2. Ça fait x moins 1 facteur de x carré plus 1.
Vous devez savoir factoriser entre guillemets à vue ce polynôme. Au pire, vous calculez delta, mais je vous assure que les deux racines de x carré plus 1, enfin les deux solutions de x carré est égal à moins 1, c'est i et moins i. Donc on peut le factoriser comme ça, et à partir de là, on peut dire que A est diagonalisable sur C. Et elle est absolument ni trigonalisable ni diagonalisable sur R, vu que le polynôme n'est pas scindé sur R. Du coup, comment on fait? Il n'y a pas le choix, il faut trouver une base de vecteurs propres, comme on l'a fait, parce que c'est dans cette base-là, et avec le changement de base, qu'on va savoir résoudre le système. Donc la première chose, c'est trouver les vecteurs propres. Donc allons-y. La première chose, c'était qu'il y avait quand même il y avait 1 comme valeur propre, donc ça me fait ceci. Non, c'est un moins 1, moins 2, 0, et je me retrouve avec du 2, 3, 0. Et je vais maintenant dire x, y, z appartient à ker de a-3. C'est équivalent à ce que moins y plus 2z est égal à 0 et 2x plus moins 2y plus 3z est égal à 0. J'ai déjà ma ligne de 0, donc je peux pas faire grand chose. Les relations, alors elles sont sûrement trouvables, on va pouvoir faire des trucs, mais ça m'a pas l'air évident comme ça, donc je vais juste faire des pivots. Je vais enlever le y dans la deuxième ligne en faisant tout simplement que L2 va recevoir L2 moins 2L1. Si je fais ça, mon système il va devenir moins y, enfin, ou je vais déjà l'écrire comme ça, y est égal à 2z, là-haut. Et en bas, je vais pas toucher à x, c'est tout le but. Si je fais moins 2, ça marche. Si je fais moins 2 fois, je vais faire du moins 4z. Donc du moins 2z est égal à... Enfin, ça me fait du moins z est égal à 0. Ce qui fait que je vais plutôt écrire que z est égal à 2x. Et si j'écris que z est égal à 2x et que y est égal à 2z, bah y il est aussi égal à 4x. Et du coup, ça, c'est équivalent à dire que le vecteur x, y, z, ça fait du x, 4x, 2x. Donc ça fait le vecteur 1, 4, 2 fois x. Si je fais une fois ça, plus 4 fois ça, plus 2 fois ça, ouais, ça marche. J'ai vérifié avec mes colonnes pour une fois que ça marche, plutôt que de le faire dans l'autre sens, parce que je voyais pas la combinaison linéaire. Donc, ker de a-3, c'est égal à vect. J'aurais dû préciser ici, je rajoute une phrase là-haut. Car possède 3 valeurs propres simples. Et vous pouvez rajouter, il faut juste le dire quelque part quand vous avez des valeurs propres ça, et chaque SEP, c'est pour ça que j'y pense maintenant, c'est pour aller vite derrière en fait, et chaque SEP est de dimension 1. Parce que là, du coup, j'ai trouvé mon vecteur, j'ai même pas besoin de réfléchir à la dimension, même si là, je travaille par équivalence, c'est bon, mais pour les autres, si je trouve une combinaison linéaire qui marche, ça fera office de preuve aussi. Donc là, je l'ai fait avec i3, je vais le faire avec a moins i3 maintenant. Alors je rajoute 1, j'enlève i. Ça va me faire 1 moins i, moins 1, 2, 2, moins 1 moins i, 3, 0, 0, 1 moins i. Je me suis pas trompé. J'ai pas recopié ma matrice, je remonte quand même pour être sûr. Ma matrice sur la diagonale, c'était 1 moins 1, 1. 1 moins 1, 1. Ouais, je suis bon.
Alors, il y a un truc qui me choque avec cette matrice, c'est pour ça que je bug. Parce que je peux aller très vite si je me suis pas trompé sur la matrice. Il n'y a pas le choix, hein. Si vous voulez faire une combinaison linéaire des colonnes C1, C2, C3 qui fait 0, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de prendre 0 fois C3. Sinon, vous n'annulerez jamais le dernier coefficient. Du coup, ce qui veut dire que si je cherche une relation de liaison, c'est forcément entre C1 et C2. Du coup, il faut que je vois ce qui se passe et comment je peux passer de l'un à l'autre. Mais forcément, en fait, si je la cherche, si je triche, si je cherche... En fait, je cherche juste à voir si je peux écrire que ceci est égal à alpha fois ceci. Ce qui n'est pas très très dur. Ce qui veut dire que mon facteur alpha, à cause de la première coordonnée qui est là, bah, j'ai pas le choix. Alpha, ça doit être i-1 en fait. Parce que moins alpha, ça fait un moins i. Donc alpha, c'est i-1. Donc en fait, la seule chose que je dois vérifier, c'est qu'est-ce que ça fait i-1 facteur de moins 1 moins i. Et i-1 facteur de moins 1 moins i, bah en fait, c'est comme si j'écrivais z, z fois z bar. Donc ça me calcule le module de z au carré. Et je vous assure que ça fait 2. Donc ça marche. Donc alpha vaut i-1. Et donc ça implique... Donc je peux écrire maintenant que C1 moins i-1 fois C2 est égal à 0. Ce qui implique que 1... Si je fais directement le moins, ça fait 1 moins i, 0 appartient à ker de a moins i, i3. Et j'ai trouvé mon vecteur, vu que j'ai déjà dit qu'il est de dimension 1, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. On va faire le même raisonnement pour a plus i3 en fait. A plus i3, ça va faire 1 plus i moins 1, 2. 2 moins 1 plus i. 3, 1 plus i, 0, 0. Du coup, encore de la même façon, une combinaison linéaire qui doit annuler sur ces colonnes C1, C2, C3 ma combinaison, je ne peux pas prendre C3, sinon je n'annulerai jamais la dernière coordonnée. Donc j'ai forcément 0 C3, et j'ai juste qu'à écrire encore une fois, si je prends C1 et que je lui enlève 1 plus i fois C2, il faut que je vérifie que ça fait 0. C'est ce que je suis obligé de faire pour la première coordonnée, j'ai pas le choix. Et j'ai encore une fois, si je fais 2, je peux l'écrire car 2 moins 1 plus i facteur de moins 1 plus i, il faut vérifier, mais ça va faire 0. Là, c'est pas le conjugué, c'est pas des formules, il faut que je fasse les calculs. Si je développe ça, ça me fait un moins 1, je vais me retrouver avec un moins i, un plus i. Si je développe, j'ai un moins i carré. Ouais, ça me... non, j'ai un problème. Ça fait 4, ça fait pas 0. Moins 1 plus i fois moins 1 plus i. Si je fais C1... Ah mais non, c'est moi qui suis bête. Vous avez le droit de dire que vous ne suivez pas mon calcul. J'ai un moins ici. Est-ce que je dois mettre un moins ici pour faire 0? Bah oui, il faut que je mette un plus. Maintenant, si je mets un plus, ici je mets un plus, et ça va vachement mieux. Parce que je retrouve du 2 moins 2, et ça fait bien 0.
Euh, Donc, je vais mettre ker de A plus I3. Ça fait vect de 1 plus I, 0. J'ai diagonalisé ma matrice. Comment je vais faire pour trouver mes solutions? Bah ça, on l'a dans le cours et on peut en parler. Instantanément, maintenant que je sais ça, je sais que ça implique que, d'après le cours, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça, d'après le cours, x de t, ça va s'écrire comme alpha fois, il me faut un premier paramètre, l'exponentielle de ma première valeur propre fois le vecteur propre, c'était un 4,2 qu'on avait trouvé, plus bêta fois l'exponentielle de ma deuxième valeur propre, c'était i que j'ai pris, et derrière j'ai le vecteur 1 sur 1 plus i 0, plus gamma fois exponentielle moins it, facteur de... Non, le deuxième vecteur propre par contre c'est pas le bon. C'est pas celui en 1 plus i que j'ai eu en deuxième vecteur. C'est celui en 1 moins i. Avec des alpha, bêta, gamma ici qui sont tous les trois dans C. Pourquoi j'ai mis un égal 0? Il n'y a pas de égal 0 au bout, excusez-moi. Je veux juste dire, je sais que j'ai x de t qui vaut ceci. Alors, je pouvais appliquer mes formules de changement de base, hein. Mais on l'a vu avec les formules de changement de base, ça marche de la même façon. Si j'avais construit ma matrice P avec mes 3 colonnes et que j'avais fait mon changement de base, ça revient à faire ça. Je peux le réécrire si vous voulez pour vous en convaincre et si vous avez le moindre doute. Cette formule-là, il n'y a pas forcément à la connaître, c'était juste pour que vous l'ayez écrit proprement. Mais si je pose x qui est égal à... Pardon, si je pose y, x' égale px. Non. Ouais, si je pose x de t qui vaut py, ça implique que y' elle vaut p-1 à py. Faudrait que je l'écrive, mais c'est juste ça. J'écris juste que x' égale à x, ça donne ceci. Donc ça donne que y', ça fait dy, où d c'est la matrice diagonale. Ce qui implique que y de t, bah, ça fait, c'est la solution avec les exponentielles. Donc ça fait bien du alpha exponentielle t, du bêta exponentielle it et du gamma exponentielle moins it. Et si après on réécrit ce que ça veut dire, x vaut py, ça redonne ça. On l'a déjà fait la semaine dernière, c'est juste appliquer vos formules de changement d'âge, je vous assure que ça marche. C'est là où la partie qu'on n'a pas bossé et c'est pour ça qu'il fallait qu'on en fasse au moins un arrive. Comment je reviens dans R? Je m'en fiche des solutions complexes en fait. Comment je reviens dans R? Comment je vais trouver les solutions réelles? Axel. On peut faire comme une sorte de conjugué, non? On va, comme avec les équations, là, comme par exemple quand on fait une décomposition d'éléments simples dans C, qu'on va dans R, on va conjuguer. C'est l'idée, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par le conjugué? Si vraiment vous devez faire un truc propre et long, l'idée est complètement là, hein. L'idée est complètement là. Ça, c'est un truc, il faut le savoir d'un point de vue théorique, chaque fois que vous voulez faire un truc comme ça. Ça marche quand vous voulez retrouver vos solutions de suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant dans C, et repasser dans R, et pas vous tromper de formule. Quand vous faites ça avec vos équadifs à coefficient constant dans C, et que vous voulez revenir dans R. Il y a une bonne caractérisation d'être un réel. Alors c'est un truc bête. Qu'est-ce que vous avez comme caractérisation de X un complexe et dans R? Alors pas X, je vais l'appeler Z, pour dire que c'est un complexe. Comment vous m'utilisez le fait que Z est dans R? Égé? Oui, c'est la bonne caractérisation. C'est celle-là qui est très utile d'un point de vue théorique. Un complexe est dans R si et seulement si il est égal à son conjugué. On peut aussi dire que sa partie imaginaire est nulle, hein, mais ça c'est une très bonne
utilisation théorique. Oui. Quand on cherche les solutions de R, parce qu'on est justement déjà vu des systèmes différentiels, on peut avoir des trucs en ancienne. Oui, mais moi je te demande, enfin la question de base, si je remonte à la question de base, c'est de résoudre un système d'équations différentielles dans R. Pourquoi tu irais me parler des solutions complexes? Elles existent, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche les solutions dans R. Donc du coup, justement, il faut trouver les solutions dans R. Alors, je vais vous l'expliquer comment ça marche et je vais vous résumer comment on va résumer les choses et comment on va faire les choses à chaque fois. Alors, si on essaye de regarder ce que ça veut dire ici, x de t est égal à x bar de t. Ici, c'est équivalent à dire exponentielle alpha exponentielle t 1, 4, 2 plus bêta exponentielle it 1, 1 moins i0 plus gamma exponentielle moins it 1 sur... Mince, pourquoi je mets une part de fraction? 1 moins i0. Non, j'ai fait une faute de recopie, excusez-moi. Attention, il n'y a pas de 1 moins i ici. C'est un plus i là, où je ne peux pas avoir les deux fois le même vecteur propre. Donc ici, c'est un plus aussi. Donc ceci doit être égal, je suis obligé de passer à la ligne parce que j'ai pas assez de largeur. Je veux que ce soit du alpha bar, vu que si je passe au conjugué, ceci est un réel, ça reste la même chose. Ceci est un vecteur réel, ça reste la même chose. Bêta bar, le conjugué d'exponentialité, c'est exponentielle moins it. Le conjugué de 1 moins i, c'est 1 plus i. Et le conjugué ici, j'ai un gamma bar, j'ai un exponentiel it, et je vais me retrouver avec un 1, 1 moins i, 0. Du coup, alors, il faut en parler quand même. La famille des trois fonctions qui sont là, t donne exponentielle t donne exponentielle moins it, et t donne exponentielle it, la famille de trois vecteurs étant libre. Je ne le vérifie pas, c'est trop long. Mais oui, je vous assure que cette famille de trois fonctions est libre. Au pire, on peut repartir dans R, et il y en a une c'est cos, l'autre c'est sin, et la troisième c'est exponentielle. Si vous me trouvez une relation de liaison entre ces trois fonctions, je ne sais pas comment on fait. Cette famille étant libre, pour qu'il y ait égalité des deux membres, il n'y a pas le choix. Ça implique que j'ai égalité coordonnée par coordonnée. Donc j'ai alpha qui doit être égal à alpha bar. Ce qui implique que le alpha doit être un réel. Ensuite, j'ai bêta qui doit être égal à gamma bar. Et j'ai bêta bar. Enfin, bêta ou gamma plutôt. Et gamma qui est égal à bêta bar. Ces deux équations-là, c'est la même chose. Dire que bêta c'est gamma bar ou dire que gamma c'est bêta bar, c'est juste dire que le conjugué du conjugué, c'est le complexe de base. Donc ça, c'est la même chose. Si j'injecte dans l'équation maintenant, ça va me donner x de t qui vaut alpha, où là j'insiste que c'est un réel, fois exponentielle t fois le vecteur 1, 4, 2, plus bêta doit être égal à gamma bar. Donc si je l'écris a plus ib, maintenant si je pose des a plus ib fois exponentielle de it facteur de 1, 1 moins i, 0, et ça doit être égal à gamma bar, donc ça me fait du a moins ib facteur de exponentielle moins it facteur de 1, 1 plus i, 0. Donc j'ai la partie réelle qui ne me pose pas problème. Et derrière, faut développer. Et en gros, j'exagère. Mais si on a bien fait le calcul, et je vais tricher, je vais bien faire le calcul, tout ce qui est complexe doit forcément disparaître. Du coup, qu'est-ce qui va me rester? Si ceci, par exemple, ça s'écrit cos t plus i sin t. Et si ceci, ça s'écrit cos t moins i sin t. Alors, je développe tout. Je vous assure que je vais avoir du a cos t dans les réels, facteur du vecteur 1, 1, 0,
Ensuite, je vais avoir un bout dans les complexes quand je vais partir là-dessus. Je vais avoir dans les réels, je vais aussi avoir. J'aurais peut-être pas dû. Non, je vais peut-être trop vite en fait. Ouais, faut peut-être que je garde tout pour le moment. Excusez-moi, je vais trop vite. Je peux pas si je fais ça. Je vais devoir dire que j'ai du A costé moins B sin T plus I facteur de A sin T plus B costé. Le tout facteur de mon vecteur 1, 1 moins I 0. Et il faut que j'écrive l'autre morceau. Vous êtes d'accord que ça va être super long. Je finis juste pour vous expliquer, mais c'est super long comme calcul. Mais il n'y a rien de compliqué. Ça va me faire au final du 1, 4, 2. Alors, pour pas que j'écrive de bêtises. Ouais, ça va bien me faire ça. Ça va me faire du A cos T moins B sinus T facteur de 1, 1, 0. Et si je prends l'autre partie qui va revenir dans R, j'ai du moins I carré plus du A sin T plus B cos T facteur de 1 moins 1, 0. Qui est la partie imaginaire en gros. Bref, ça fait des calculs super lourds. Qu'on ne va pas faire à 100% du temps parce que c'est trop lourd. Plutôt que de tout mettre avec la méthode générale, techniquement, puisqu'il n'y a rien dans le cours, normalement c'est censé être ce qui est attendu de vous de faire tous ces calculs. Pour une question et pour le nombre de points qu'elle vaut à la fin, revenir dans R ne vaut pas assez de points pour que vous y passiez une demi-heure de calcul. Du coup, je repars dans mon cours, je vous ai déjà mis, et c'était le cas à d'autres chapitres, je vous ai mis une propriété de cours qui n'est pas officiellement au programme, mais qui pour moi devient quasiment officiellement au programme. Je reviens après sur les calculs, vous en faites pas. C'est celle-ci. Ça fait un peu recette de cuisine après, mais je vous assure que c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que j'ai toujours fait. En fait, si vous avez lambda et lambda bar, deux valeurs propres complexes simples conjuguées d'une matrice A dans Mn de R, et alors ça vous le savez aussi, on l'avait vu à l'époque, mais si vous avez d'un côté le vecteur dans C, le vecteur AX qui fait lambda X, si je conjugue cette égalité-là, c'est-à-dire que si je passe par le conjugué, puisque la matrice A, ça ferait du A bar X bar est égal à lambda bar X bar, mais puisque la matrice A est réelle, le conjugué de A bar c'est A, ça fait AX bar est égal à lambda bar X bar. Donc en fait, si X est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda, X bar est forcément le vecteur propre associé à la valeur propre lambda bar. J'en profite, je remonte dans mes calculs. C'est exactement ce que j'ai fait ici sans vous le dire. Une fois que j'ai trouvé la valeur propre sur la valeur propre I, j'ai trouvé quoi comme vecteur propre sur la valeur propre moins I. J'ai fait exprès de ne pas le dire pour vous le montrer comme ça. Mais j'ai bien trouvé le conjugué de l'autre vecteur propre. Donc en fait, dès que vous avez trouvé un vecteur propre, sans chercher même son conjugué, en fait, sans chercher le x bar, instantanément, ce qu'on peut utiliser, qui est vrai, hein, je vous assure, et vous le dites, vous l'utilisez pas, mais c'est qu'en fait, l'espace vectoriel engendré par x et x bar, c'est le même espace vectoriel qu'engendré par la partie réelle de x et la partie imaginaire de x. Ce qui fait que vous n'avez pas à calculer x bar et ce qui fait que vous n'avez pas 1 million de coefficients réels et imaginaires à mélanger. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si... Donc en fait, ce que j'aurais fait moi ici, je remonte pour vous dire, ceci je l'aurais pas forcément fait, le A plus I,
Tout ça, j'en avais pas besoin. Ah, vous le voyez pas de ce côté-là. Il faut que je le fasse de ce côté-là. Tout ceci, je l'aurais pas forcément fait. J'aurais pu directement dire que si x est solution, alors l'autre c'est avec du... J'aurais pu dire que ce vecteur-là, c'est forcément le conjugué de celui-là, par l'argument que je vous ai dit. Et maintenant, pour trouver ma solution réelle, j'aurais juste dit, pour trouver la solution réelle, j'aurais directement écrit que si... j'aurais directement écrit les solutions réelles de x' égale à x sont de la forme alors j'ai mon alpha exponentielle t, c'était le vecteur 1, 4, 2, et derrière j'aurais juste mis du bêta fois partie réelle de exponentialité 1 facteur de 1 moins i0 plus gamma fois partie imaginaire de exponentialité facteur de 1 moins i0. Et là, j'ai un petit calcul à faire et ça va juste marcher. Ça me fait du alpha exponentialité 1, 4, 2. Et maintenant, c'est là où je vais avoir du bêta. Et là, j'ai pas trop le choix parce que pour faire par contre la partie réelle de cette horreur-là, faut que je mélange quand même mes cosinus et mes sinus. Ça m'aurait fait du cosinus, j'aurais fait plus i sinus, donc plus sinus t, facteur de 1, 1, 0. Et là, pour la partie imaginaire, il aurait fallu que j'envoie du sinus. Donc ça aurait fait du sinus t, par contre, ça aurait fait du moins moins en partie imaginaire. Plus cos t. 1 moins 1, 0. J'ai oublié un... Non, attendez. J'ai fait une bêtise ici, j'ai été trop vite dans mes calculs. J'ai gardé le même cos, là j'ai pas mis de moins. Donc ça fait cos t plus i sin dans la partie imaginaire. I sin moins 1 au carré, non, ça me fait du plus sin. Je suis bon. Et dans... Non, ça fait bien moins cos, c'est bien... Non, j'ai bien fait une erreur de calcul. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Oui. Après, quand les gens se regardent sur ce code concours, il faut justifier que ça fonctionne. Je pense que ça passe, parce que du coup, enfin, personnellement, à mon époque, je vais pas vous mentir, mais je refaisais pas tous les calculs à chaque fois. Je le balançais. Donc je pense vraiment que vous pouvez vous permettre... Je dois vous dire que c'est pas officiellement au programme, mais la question vaut tellement plus de points une fois que vous avez trouvé les solutions complexes pour revenir dans R, qu'il faut que vous alliez vite. Donc c'est pas pour les 2 points qu'il y a à revenir dans R qu'il faut y passer une demi-heure à faire des calculs et à justifier proprement. À la limite, si on veut que vous le fassiez proprement, il y aura une autre question mise intermédiaire pour dire justifier que le truc du vecte que je vous ai dit, qui se fait juste à partir de la relation qu'on a dit. Hein. Z est égal à z bar et vous traduisez ce que ça veut dire et vous allez retomber sur la bonne relation. Hein. C'est ça qui vous fait faire que le truc entre le x et le x bar. Mais voilà comment on résout un système à coefficient complexe entre guillemets. En gros, c'est on doit trouver un vecteur complexe, on n'a pas le choix, et on prend pour ce vecteur complexe sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et on dit, je prends alpha, bêta et gamma, 3 constantes. Maintenant, les constantes alpha, bêta, gamma étant eux 3 réelles. Et je vous assure que ça marche. Et après, faut juste remélanger ensemble les coordonnées. Du coup, je ne l'ai pas écrit, mais là, les solutions, ce serait un truc du genre du 2 alpha exponentielle t, là, du 4 alpha exponentielle t plus bêta cos t plus bêta sin t plus gamma, non, moins gamma sin t plus gamma cos t, et là-haut du alpha exponentielle t plus bêta cos t plus bêta sin t plus gamma sin t
moins gamma cos t. Bon, c'est pas très important, mais vous auriez un vecteur colonne qui est dans R. Voilà. Ne refaites pas la preuve à chaque fois, c'est trop long. Il faut apprendre que quand vous avez des vecteurs propres complexes, vous prenez partie réelle et partie imaginaire de votre premier vecteur propre que vous avez trouvé, en n'oubliant pas l'exponentiel complexe qui est dedans, ce qui joue sur la partie réelle et la partie imaginaire. Sinon, vous allez renvoyer des valeurs propres complexes dans les réels. Voilà pour ça. On va sûrement refaire un autre après, mais là, pour le moment, je veux venir sur d'autres choses. On n'a toujours pas fait... on n'a fait qu'un seul Wronskien. Donc, je vais revenir un peu sur le Wronskien. Après, on en refait un autre avec une matrice... Faut encore qu'on refasse un exemple avec une matrice trigonalisable dans 3-3 quand même, parce on a refait que du 2-2. On va refaire un exemple de 3-3. Et faut qu'on fasse un autre exemple dans C, où là, je vous montre pas la méthode au fur et à mesure, mais on fait l'exemple de A à Z, quoi. Allons-y. Lequel je voulais faire? Celui-là, on l'a fait là-haut. Celui-là, par changement de variable, on en a parlé. Oui, bah faisons celui-là. Je ferai peut-être pas le 49 cette année, il est long. Donc on souhaite résoudre cette équation différentielle sur 0 plus l'infini. On nous aide déjà à nous dire... Excusez-moi. Qu'on veut le faire sur 0 plus l'infini. Première question, montrer que t donne sinus t sur t et solution de E. Ben, je vais le faire rapidement. Pardon, excusez-moi. F de t, je vais peut-être repasser quand même avec une couleur naturelle. C'est sinus t sur t. Je vais quand même dire que f est de classe c infini sur 0 plus l'infini comme quotient de fonction de référence où le dénominateur ne s'annule pas. Toujours dire que vous avez le droit de dériver. Ça vaut un point à chaque fois. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent. F' de t, du coup, u'v moins uv' sur v carré. Je vais me retrouver avec du t carré en bas. U' cos t fois t. Donc t cos t moins uv' moins sin t. F seconde de t, ça va être la même horreur. Je vais avoir du t4. Et c'est du... je vais peut-être quand même descendre à la page d'après pour f seconde, parce que là, celle-là, même moi, je me vois pas le faire en si peu de place. Le f est pas passé. F seconde de t. Du coup, ça va me faire du t4 en bas. J'ai besoin de trouver la dérivée de t cos t, qui va me faire du cos t moins t sin t. Ça, c'est le u'. Ah oui, non. Je dis n'importe quoi. Je ne vais pas m'écrocher là. Ça fait bien du cos t moins t sin t pour la dérivée du produit, mais derrière, j'ai quand même une dérivée en cos t qui arrive. Ça, c'est mon u'. Mon v, c'est la dérivée de t carré qui fait du... Non, mon v, c'est t carré, pardon, je vais trop vite. Moins u t cos t moins sin t. V', là, c'est du 2t. Et je dois pouvoir simplifier cette horreur, notamment parce que je viens de voir à l'instant que déjà, ça fait 0. Et il me reste du moins t cube sin t, et là-bas, bah non, je vais pas avoir du moins t cube sin t. Donc, par contre, je vais avoir du 2t en facteur, donc je vais l'écrire. Ça me fait du moins t cube sin t. Je vais le faire après. Moins 2t carré cos t. Moins par moins, ça fait plus 2t sin t. Le tout divisé par t4. Du coup, ouais, la seule chose que je peux simplifier, c'est un t.
Ça me fait du moins t carré sinus t moins 2t cos t plus 2 sinus t sur t cube. Elle est un peu moche cette dérivée seconde. M. Pardon? Est-ce qu'on factorise par sinus t? On va factoriser une partie, regrouper les sinus et les cos. Ah, bon, Bah, soit je sépare complètement mes fractions, soit je le fais pas, mais ce factoriser partiellement. Et mon équadif, c'est x seconde plus 2 sur t x prime plus x. Donc maintenant, je vais écrire f... Ouais, vous voyez pas le bord. F seconde plus 2 sur t f prime plus f. F seconde, bah c'est l'horreur que j'ai. Ouais, je vais peut-être tout séparer en fait. Si je sépare tout, f seconde, c'est moins sin t sur t. Moins 2 cos t sur t carré. Plus 2 sin t sur t cube. C'est ça mon f seconde. Mon f prime, c'est du 2 sur t, facteur de... je vais pouvoir l'écrire comme du cos t sur t, moins sinus t sur t carré. Et ensuite, j'ai le dernier terme qui est en sinus t sur t. C'est ça mon calcul. Alors je vois des choses évidentes. Ceci se simplifie avec ceci. Ce morceau-là, il va clairement se simplifier avec ce morceau-là dans la parenthèse. Et j'ai plus trop le choix. Ce morceau-là, il faut qu'il aille se supprimer avec ce morceau-là derrière. Donc du coup, au final, tout ça fait bien 0. Ça marche bien. Faut juste pas aller trop vite sur ces dérivés. Faut pas rater que dans la dérivée seconde, dans la dérivée du numérateur, il y a la dérivée d'un produit. Un peu lourd comme calcul, mais c'est du calcul de dérivée. Je vous l'ai mis aussi cet exo-là en exo de colle. Plutôt pour la deuxième partie, c'était pour avoir quelque chose sur le Vronskien. Donc maintenant, on a une solution de notre équadif. Notre équadif, elle est là, elle est écrite ici, et je sais que sinus t sur t en est solution. Donc maintenant, on est reparti sur notre méthode 2, donc résoudre l'équation E. Alors, pour résoudre l'équation E par le Vronskien, il faut quand même parler du fait que vous avez une solution, vous allez en trouver une autre, mais il faut arriver à dire quand même que vous allez trouver toutes les solutions. Donc c'est le moment clairement où il faut parler de la continuité de vos coefficients pour dire que on génère sur 0 plus l'infini un espace vectoriel de dimension 2 et qu'on a déjà trouvé une solution et qu'il nous en manque une deuxième. C'est juste ça. Donc je vais déjà commencer par dire ça. Je vais mettre, on a la fonction qui à t donne 2 sur t, c'est la seule fonction, les autres sont des coefficients constants, qui est continue sur 0 plus l'infini. Donc le cours d'équadif. Assure que les solutions de E forment un espace vectoriel de dimension 2. On a f de t égale sinus... Enfin, j'aurais plutôt mettre... Non, j'aurais pas dû l'écrire comme ça, excusez-moi. Ça change pas grand-chose, mais on a f qui à t donne... Comme ça, c'est une fonction. Qui appartient aux solutions de E. Donc l'équation est homogène. Trouvons une deuxième solution indépendante par le Vronskien.
Alors, tiens, je vais d'abord vous donner une astuce. Alors, l'astuce qui marche pas 100% du temps. Je vais pas... Ou, ça c'est si vous vous rappelez plus quel éco-adif vérifie votre Vronskien et que vous avez le moins de doute sur votre Vronskien. Vous pouvez tenter ça. Alors, c'est de l'arnaque. Mais je vais vous préciser pourquoi c'est de l'arnaque qui va marcher au concours. Ou en tentant de faire une variation, une variation de la constante sur f. Qu'est-ce que j'appelle faire une méthode de variation de la constante sur f? C'est aussi pour ça que je voulais vous le faire, parce que dans l'autre exo que j'ai fait avec le Vronskien, je vous ai pas arnaqué. L'année dernière, j'avais présenté à chaque fois les deux méthodes pour montrer que les deux marchaient. Mais celle-ci, alors, celle-ci ne marche pas à 100% du temps. Pourquoi est-ce qu'elle va marcher le jour du concours? Parce qu'en fait, ça dépend, c'est comment on triche pour faire vos exos de concours. Comment on triche pour faire vos exos de concours? On part des fonctions et on trouve des équadifs dessus. Du coup, si on fait ça comme ça, en gros, pour trouver la deuxième solution, on fait une variation de la constante pour vérifier que vous puissiez résoudre les choses. Donc, c'est comment nous, profs de maths, on crée nos exos. Si l'exo a été créé pas par un vrai problème réel qui a été résolu, mais par un prof de maths qui a créé l'exo, ce que je vais vous montrer va marcher. Donc je vous assure que, en gros, en dehors d'un sujet XENS où ils vont peut-être partir d'un vrai sujet réel et qu'ils l'ont résolu autrement, même à Centrale, je suis sûr et certain que la méthode va marcher parce que pour faire le sujet, ils vont avoir bidouillé une équadif. Voilà. Donc, c'est quoi cette variation de la constante? C'est, on va dire juste, cherchons G de t égale C de t fois F de t, solution de E. En fait, on va le chercher sous la forme, on va multiplier f par une constante qu'on va faire dépendre de t, on va trouver une équadif sur c. Du coup, si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? J'injecte dans E. On injecte dans E. Alors, je vais d'abord calculer. G' de t, ça fait c'. Je vais l'écrire. Bon, je vais même pas l'écrire avec des. Je vais juste écrire comme ça. G', ça fait c' f plus cf'. G seconde, il faut que je dérive deux fois, ça va me faire du c seconde f plus c', enfin plus 2c', pardon, je peux l'écrire comme ça. C'est votre formule de Leibniz, si vous voulez. Plus cf seconde. Et maintenant, j'écris que g seconde plus 2 sur t g' plus g, je veux que ça fasse égal à 0. Ça me fait c'f. Alors non, il faut que je parte de g seconde, pardon, j'écris mal les choses. Donc ça fait c seconde f plus 2c', f' plus cf seconde plus 2 sur t c'f plus cf' plus cf est égal à 0. Alors si je regroupe bien les termes, et regrouper bien les termes, c'est juste garder tous les termes en C d'un côté. Si je garde tous les termes en C d'un côté, je vais forcément me retrouver avec du f seconde plus 2 sur t f' plus f. Et tout ceci, c'est un f, ça c'est pas un 8, c'est un f. Tout ceci, ça fait 0 car f est solution de E. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste comme terme derrière? Il me reste c seconde de f plus 2c' f' plus 2 sur t c'f
est égal à 0. Tous les autres termes sont nuls. Du coup, je me retrouve avec une équadif. En fait, je me retrouve avec l'équadif. C secondes fois sinus t sur t plus C' fois, alors il faut que je calcule maintenant, 2f', ça faisait 2, c'était quoi la fonction f'? C'était t cos t, t cos t moins sin t sur t carré, plus 2 sur t sinus t sur t, est égal à 0. Il y a une petite magie qui se passe ici, parce que l'exo a été créé comme ça. Ceci, ça fait du c secondes sinus t sur t. Et là, les termes en sinus se simplifient, en fait. J'ai du moins 2 sinus sur t carré plus 2 sinus sur t carré. Donc là, il ne me reste plus que du 2 cos t sur t. Fois c' est égal à 0. Je peux multiplier par t parce qu'il est strictement positif. Je peux aussi... ouais, je ne vais pas encore diviser par c sinus, sinon ça va être trop compliqué. Mais ça me fait du c secondes fois sinus t plus 2 cos t c' est égal à 0. Oui, Axel? Oui, si, est-ce qu'on court, c'est pas marqué, voilà, si ça marche, est-ce qu'on donne marquer le calcul ou est-ce qu'on peut dire, on donne, je sais pas, est-ce que parce que on a la droit de l'utiliser effectivement cette méthode. Bah, si tu la poses toi-même, tu as le droit de l'écrire. D'accord. D'accord, on va l'écrire. Alors, c'est pas la méthode officielle, là, c'est pas la méthode. Non. Mais du moment que tu l'écris, qu'est-ce qui peut t'empêcher de dire sur ta copie, je tente ça et ça marche? D'accord, oui, non, Alors j'ai un problème, c'est que j'ai plus de batterie. Et que je ne sais pas brancher là-dessus. Est-ce que quelqu'un aurait les fameuses pointes de stylo qu'il faut enfoncer pour que je puisse marcher? Parce que moi, j'en ai pas. Ça va aller avec ça au bout? Hop. Merci beaucoup, Nicolas. Hop. Voilà. Hop. Oui. Oui, bien sûr. Alors. J'ai un problème. Ah oui, je triche en faisant ça. Alors. Non, je triche pas. Bon, j'aurais dû le faire sur l'autre exo, parce que là, ça va me rendre une complication, cet exercice, mais c'est tant pis. J'ai un petit souci. C'est marrant. Je remonte juste. Mon équadif, elle est résolue en y secondes et je vais avoir un souci de résolution. Bah, vous voyez, ma méthode, elle est pas bien. Je vais vous montrer que les calculs, ça marche, mais elle est pas bien pour quelque chose, cette méthode. C'est que maintenant, pour résoudre cet équadif, j'ai pas le choix. Pour résoudre cet équadif, il faut que je multiplie tout ceci par... Je peux même résoudre de l'autre côté, mais c'est par 1 sur sinus t. Du coup, je suis obligé de faire l'hypothèse que t est différent de pi sur 2 plus kpi. Sinon, je vais avoir un petit problème de le dénominateur s'annule. Du coup, cet équadif, ça devient c secondes. Je peux même diviser par c', ça me pose pas un problème. Qui va me faire du moins 2 cos t sur sinus t. Alors ça, maintenant, je vais un peu vite. C'est juste pour montrer que les calculs marchent et qu'on va trouver la solution. Si vous êtes bloqué et que vous n'avez pas de solution. Ça, je peux primitiver ça. Ça fait du ln de c' de t, entre guillemets. Je mets des valeurs absolues pour pas dire trop de bêtises. Qui fait l'intégrale de moins 2 cos t
sur sinus t dt, enfin, qui est une primitive de ça. Ce qui implique, et c'est plutôt ça que je veux écrire, que sinus c' de t, c'est une constante multiplicative fois l'exponentielle de moins 2 fois l'intégrale de cos t sur sinus t dt. Et ça, on sait primitiver. Aigué. Ouais, ça fait du ln de sinus. On a du prime sur u en fait. Hein. Donc ceci, ça fait du... Oui, mais mes valeurs absolues, elles partent dans mon C qui est devant. Ça me dérange absolument pas. De toute façon, au pire, je dis d'après le cours. Maintenant que je l'ai écrit, je l'ai isolé, je peux dire d'après le cours, la solution est. Donc, j'ai pas besoin de mes valeurs absolues ici. Ceci, ça va me faire du C sur sinus carré de t. Ok. Alors ça arrive sur une question d'intégration que je voulais faire et qui est intéressante, et on va voir qu'avec l'autre méthode, on va retomber sur exactement la même méthode, le même calcul. C'est que maintenant, j'ai pas fini. Ça, c'est C'. Du coup, ça implique que C de t, c'est C fois une primitive de la fonction. Là, je voulais vraiment savoir, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est le niveau classique de question d'intégration que vous pouvez tomber sur un sujet type central mine. C'est CINP avec de l'aide, je pense, mais central mine, vous tombez là-dessus, vous devez la primitiver sans aide. On peut faire plein de choses, et je peux m'en sortir avec plein de choses, je vous assure, ou on peut avoir une idée raisonnable. Et l'idée raisonnable va être beaucoup plus rapide que faire plein de choses. Mais on peut s'en sortir de plein de façons. Axel. Est-ce qu'on pourrait faire par Euler, transformer le sinus carré Alors, linéariser au dénominateur, c'est une très mauvaise idée. Ça va te faire apparaître un plus au dénominateur que tu ne sauras pas gérer sans avoir la moindre dérivée en haut. Donc non, Euler est une très mauvaise idée. Non. Nicolas. Un quoi, un Alors, il me faudra encore une dérivée en haut qui manque pour avoir une forme de référence avec de l'arc tangente. Non, ça marcherait pas, ça. Ça aboutit pas. L'idée qui est attendue de vous naturellement, vraiment, on va pas la faire en entier, mais l'idée qui est attendue de vous naturellement, je le mets là entre parenthèses, vous n'allez pas me réécrire autrement 1 sur sin carré. Nicolas? Ouais. Comment on fait maintenant? Vous devez avoir une autre idée naturelle qui tombe. Aigué? Changement de variable direct? Non. Au moins, tu le transformeras pas en plus. Ahmed? Pardon? Oui! Alors, ça fait du 1 moins cos facteur de 1 plus cos. On attend de vous une décomposition en éléments simples. Alpha fois A moins cos plus bêta fois 1 plus cos. Et là, vous ne savez pas primitiver, par la même raison que ta linéarisation ne marche pas, Axel, parce qu'il y a des plus et des moins au dénominateur. Sauf que maintenant, vous faites vos formules trigo, où là, tu appliques les formules de l'air. Et en gros, ça fait du cos t sur 2. Enfin, on peut l'écrire comme du cos t carré sur 2. Et là, il doit y avoir aussi, enfin, quitte à faire un moins, on doit pouvoir s'en sortir avec du cos carré. Enfin, faut vérifier, mais on doit pouvoir s'en sortir avec du cos carré t sur 2. Pourquoi on a gagné si on a fait ça? C'est pas tout à fait ça que ça va faire, hein, mais c'est juste pour essayer de gagner du temps et vous faire expliquer comment ça va marcher. Pourquoi on a gagné si on est là? Là, par contre, vous devez le savoir et vous n'avez aucune excuse. Comment on primitive un 1 sur cos carré, qui est ma victime? Vous n'êtes que 13. 1. Asma. Pourquoi est-ce que tu connais pas ton cours?
Comment on primitive un 1 sur cos carré? Ryan, c'est tangente. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré, ou l'autre façon de l'écrire, c'est un 1 sur cos carré. C'est l'idée de cette question. Et on peut la prouver comme ça en faisant tout le cheminement. Maintenant, je reviens sur la question. Si vous savez votre cours, si vous savez que la primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente, comment je trouve une primitive de 1 sur sinus? Par une idée raisonnable et logique. Ryan? Ah! Ah, tu le vois comme ça? Oh, c'est encore plus beau que ce que j'avais pensé, moi, mais... Comment on va le voir apparaître, du coup? Ouais? Non, je suis d'accord. Alors, la seule chose, c'est que... Ah ouais, je suis d'accord, on peut transformer la fonction. Tu le vois comme... Alors, faut pas se tromper dans les formules trigo, donc je refais mon cercle pour pas vous dire de bêtises. Parce que j'ai peur de vous dire une bêtise à vouloir aller trop vite. Si je fais un magnifique cercle trigo, si je fais un angle petit pour pas dire de bêtises, le sinus qui est là, qui est un petit nombre, si je fais un déphasage en pi sur 2, c'est un petit nombre positif. Si je veux un petit nombre positif, il faut que je me mette là. Donc ça fait du 1 sur cosinus carré de pi sur 2 moins t. Je suis d'accord, on peut s'en sortir comme ça. Et là, attention, il y a la composée avec le moins qui va faire apparaître le moins qu'il me fallait, mais on va pouvoir primitiver ça en 1 sur tangente. Enfin, pardon, en tangente, mais en moins tangente. C'est pour une histoire de signe. C'est une histoire de taille et de signe. Si tu fais du pi sur 2 plus t, ça fait un moins cos. Après, comme il y a le carré, on doit pouvoir s'en sortir avec du pi sur 2 plus t. On doit pouvoir s'en sortir avec du pi sur... Bah alors du coup, comment apparaît mon... On doit pouvoir s'en sortir avec du pi sur 2 plus t parce qu'il est là. Donc ça fait quand même un petit nombre négatif et quand je le mets au carré, ça me fait un petit nombre positif. Donc ça marche aussi avec du plus. Euh, Moi, je le vois autrement. Daouda? Je ramène le sinus au numérateur pour voir les racines et donner l'expression. Je vois pas où il est ton sinus au numérateur. Et quand moi je fais sinus, je ramène le. Qu'est-ce qui fait que la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré? On fait le sinus sur cosinus et après on obtient un cos carré avec le sin carré. Comment on peut primitiver 1 sur sinus carré? C'est vraiment une question tout à fait raisonnable qu'on peut vous poser, hein. Même à l'oral, hein. Et si je dérivais cos sur sin? Si la dérivée de sin sur cos, ça fait 1 sur cos carré. Qu'est-ce qui va se passer si je dérive cos sur sin? Bah, cos sur sin, quand je le dérive, la dérivée de cos, attention, la dérivée de cos, c'est moins sin. Ça va me faire du moins sin carré, moins cos carré, divisé par sinus carré de x. Ça fait moins 1 sur sinus carré de x. Une primitive de cette fonction pour aller vite et en étant raisonnable, c de t, c'est une constante que multiplie moins la fonction cos de x sur sin de x. Alors oui, il y avait l'histoire du moins qu'on ne pouvait pas voir. Il y a un moins ici. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur la logique maintenant de la question? Votre cheminement que j'ai attendu, et quand j'ai regardé, je fais, mais ils savent pas primitiver sin carré. Vraiment, je me suis dit, bon, comment je leur dis que c'est cotangente? Enfin, c'est l'inverse de tangente. J'ai dit, bah non, ils doivent pas réfléchir comme ça, ils le savent pas. Et j'ai fait le raisonnement que vous m'avez fait, hein. J'ai dit, bah je l'écris à moins cos carré, ça c'est raisonnable, je fais ma décomposition en éléments simples, j'applique mes formules trigo, j'ai du cos carré, ah donc du cos carré ça se primitive en tangente et j'y arrive. Je fais, ouais, mais du coup, s'il n'y a pas d'autre solution que de passer par tangente, et qu'il faut faire un million de bidouillages avant, bah, il faut penser à être raisonnable. C'est quoi la dérivée de... Si on sait c'est quoi une dérivée qui fait 1 sur cos carré, comment on trouve une dérivée de 1 sur sinus carré? Du coup, la fonction c de t fait ça. Et du coup, ça implique que g de t, ma fonction que je cherchais, c'était la fonction... ouais, mince, j'ai une faute. Enfin, c'est juste que
C'est en t, et là je l'ai écrit en x. Donc il faut que je mette du cos t et du sin t. La fonction g de t, c'était sinus t sur t fois c fois moins cos t sur sinus t. Du coup, les sinus t se simplifient et ça fait du moins c cos t sur t. Et j'ai trouvé ma deuxième solution. Ça, c'est ma deuxième solution de mon problème. Alors, vous allez dire, ouais, c'était super long comme calcul, et puis il y avait des calculs de primitifs super compliqués dedans. Oui, c'était si vous connaissez plus votre Wronskien. Maintenant, même en connaissant le Wronskien, alors maintenant, retour sur le Wronskien. Je reviens sur la méthode du Wronskien. Je fais la même chose mais avec le Wronskien, et vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre pourquoi ma bidouille elle marche. Même si le jour J du concours, vous connaissez pas votre Wronskien. Je vais pas vous mentir, je pense que ça fait partie des choses qui, moi, le jour du concours, j'aurais fait et merde. Et j'aurais dû refaire des preuves dans mon coin pour retrouver la bonne formule qu'il y avait parce que je la maîtrisais plus à 100%. Je savais comment ça marchait, mais donc d'ailleurs je vais le refaire là parce que je suis pas sûr de moi à 100%. Je l'ai jamais été, je le serai jamais. De toute façon, je veux pas l'être. Ça sert à rien d'apprendre un truc par cœur. Le Wronskien, il doit vérifier une équative d'ordre 1. Une équative d'ordre 1 avec un des fameux coefficients que j'avais appelé A1 dans le cours. Je connais mon cours. C'est W' est égal à A1 fois W. Mais j'ai une question. C'est quoi A1 ? C'est le coefficient que j'ai mis devant le Y', c'est le coefficient que j'ai mis devant le Y. Je l'ai mis en passant le A1 de l'autre côté ou en le laissant du même côté ? Je vais pas vous mentir, j'en sais strictement rien et ça, je sais jamais m'en rappeler. Parce qu'autant me rappeler d'une équative, je sais, mais autant me rappeler de la forme dans laquelle était écrite l'équative pour que ça marche, ça, j'ai beaucoup plus de mal à l'écrire. Exactement comme je ne savais pas résoudre mes équatives d'ordre 1, parce que je savais jamais s'il y avait un moins ou pas devant l'intégrale. Et donc, je changeais le signe à chaque fois et je voyais laquelle des deux solutions marchait. Là, en fait, c'est un peu la même chose. Je sais c'est quoi le coefficient 1. Là, le coefficient 1, c'est le coefficient 2 sur t. Mais je ne sais pas s'il y a un plus ou s'il y a un moins. Je pourrais tester les deux et le faire, mais vous imaginez, autant pour l'équative d'ordre 1, vous résolvez avec s'il y a un plus ou s'il y a pas ou s'il y a un moins, vous avez deux solutions différentes, vous réinjectez dans votre équatif et vous voyez qu'est-ce qui marche. Mais là, pour le Wronskien, ça veut dire que si vous vous trompez à l'avance, vous allez résoudre votre équatif de Wronskien de deux façons, ce qui va vous donner une deuxième équatif pour la deuxième solution, que vous allez résoudre de deux façons différentes pour seulement vérifier vos solutions à la fin. Non, c'est beaucoup trop long, on ne peut pas s'en sortir. Du coup, comment on va faire ? On va retrouver l'équation du Wronskien à la main. Alors moi, c'est ce que je ferais moi, mais vous pouvez l'apprendre par cœur. Mais moi, je sais quoi ? Je sais que W de t, c'est phi1, phi1'. Je fais pas des bonnes notations, vu qu'encore une fois, ça c'est du brouillon, entre guillemets. W de t, c'est phi1, phi1', phi2, phi2'. Donc soyons clairs, ça fait phi1, phi2' moins... moins phi2, phi1'. Et je veux une équative sur le Wronskien. Je sais que je vais en trouver une. Je vais calculer ce que c'est que W'. Ça me fait du phi1', phi2', plus phi1, phi2 secondes, moins phi2', phi1', moins phi2, phi1 seconde. Oh magie! Ces deux termes-là se simplifient. Et là, maintenant, à la main, je vais injecter mon équatif, mais celle du sujet. Comme ça, je ne me tromperai pas dans mon équatif. C'est-à-dire que là, j'ai du phi1 fois... Et si phi2 est solution de mon équatif. Là, mon équatif, c'était quoi? C'était x secondes plus 2 sur t x' plus x est égal à 0. Donc le x secondes, ça fait du moins 2 sur t phi2' moins phi2. Et là, je fais la même chose avec le phi1. Je peux dire que c'est du moins 2 sur t phi1' moins phi1. Alors, je vais développer pour que vous vous rendez compte, mais quand vous avez l'habitude, vous pouvez aller vite. Si vous développez ça, ça me fait du moins phi1 phi2 moins 2 sur t. Je vais l'écrire comme ça, phi1 phi2 secondes, enfin phi2' moins phi2 phi1'. Et là, j'ai un plus phi1 phi2. Et vous vous rendez compte une deuxième fois que ça,
Ça simplifie avec ça. Et vous vous rendez compte que l'horreur que j'ai écrit là au milieu, c'est la même qui est écrit là-haut. C'est WT. Donc, maintenant, d'après le cours, que je connais par cœur, je sais que W'T est égal à moins 2 sur TWT. Je vais pas vous mentir, je suis jamais sûr de moi sur le signe. Jamais. Quand vous allez être en colle, si vous dites d'après le cours et que vous me balancez le Vronskien, je vais être derrière vous en train de faire oh, faut que je fasse mes dérivés pour être sûr qu'il me raconte pas n'importe quoi. C'est comme ça que ça va se passer, hein, je le sais. Et vous allez m'entendre après avec un gros aplomb dire je pense qu'il y a une erreur de signe. Et vous allez dire il connaît bien son cours. Bah non. Il sait juste faire des calculs rapidement. Voilà, donc quand j'ai le moindre doute, je fais ce petit passage au brouillon. La seule chose que vous devez absolument retenir, qui est non négociable, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir, la définition du Vronskien, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir, et 2, qui vérifie une équative d'ordre 1. Si vous ne savez pas ça, bah, vous faites rien devant l'exo. Mais maintenant que je sais ça, W' de t, ça fait du moins 2 sur t W de t. Ce qui implique, encore une fois, que, d'après le cours, je rédige bien, la fonction t donnant moins 2 sur t étant continue sur 0 plus l'infini, W de t est égal, et là, on arnaque, on fait un petit truc, on fait un truc qu'on appelle encore une fois brouillon, et on écrit vite fait, W' sur W, ça fait moins 2 sur t, ce qui fait que ln de W très vite au brouillon, ça fait une primitive de moins 2 sur t. Bah, moins 2 ln de t, ce qui implique que W, c'est exponentielle de moins 2 ln de t. Ok, j'ai fini mon brouillon. D'après mon cours, ça fait c fois exponentielle de moins 2 ln de t. Ce qui vaut du c fois... Alors là, c'est juste de la simplification de ln d'exponentielle, ça fait du c sur t carré. Ok. C'est vachement plus rapide comme méthode, et puis j'ai pas eu une IPP horrible, enfin une équadif horrible à résoudre. Oui, mais il faut déjà connaître l'équadif du Vronskien. Et maintenant, j'ai pas fini, j'ai toujours pas trouvé ma fonction phi2. Je dois trouver ma fonction phi2. De plus, maintenant, donc W de t, donc j'ai dit que c'était phi1, phi2', moins phi1', phi2. Du coup, ça, c'est maintenant équivalent à ce que c sur t carré est égal à sinus t sur t fois phi2', moins la phi1' qu'on a calculé, le magnifique t cos t moins sin t sur t carré fois phi2. Et maintenant, je dois résoudre cette équadif-là. Alors, elle n'est pas si méchante que ça, parce que je peux clairement la multiplier par t carré de tous les côtés. Ça va me simplifier quand même légèrement les choses. Ça va me faire du t sinus t phi2' moins t cos t moins sinus t phi2 est égal à c. C'est marrant, je retombe pas sur le même calcul que ce que j'avais fait. Je l'ai fait tout à l'heure. Je vois pas d'erreur. On continue. Normalement, je dois retomber sur moins 1 sur sinus carré en fait, et je le vois pas venir.
Et en plus, je vais devoir encore une fois diviser par sinus, ce que je veux pas faire. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Je vais devoir dire ce que j'ai fait tout à l'heure. La fonction qui a t donne t sinus t. Ou alors il faut que je me... Non, je vais diviser directement, je vais le faire. Équivalent tant que t sinus t est différent de 0 à ce que phi de prime Ah si, c'est bon, je vois où est-ce qu'il va arriver. J'avais oublié de diviser mon second membre. Maintenant, je peux dire que les fonctions t cette fonction-là est continue sur 0 plus l'infini, privé des points de la forme pi sur 2 plus kpi, parce que je sais où s'annule un sinus. La fonction aussi qui a 1 donne t sur t sinus t de la même façon. Le cours assure que phi de h de t, ça va avoir quelle tête? Je vais refaire mon brouillon encore et toujours, hein, parce que je vais pas... Phi de prime sur phi 2, je veux que ça fasse du t cos t moins sin t sur t sin t. Comment vous primitivez cette horreur? Je veux que ça vienne de vous, les primitifs. C'est la partie calculatoire. Là, j'ai fait qu'appliquer mon cours. Axel? Je peux d'abord séparer la fraction en deux, d'abord. Complètement. Moi, je le vois aussi comme ça. Je vois pas comment on va faire sans. Si je sépare la fraction en deux, ça va me faire du cos t sur sin t moins 1 sur t. Et là, on primitive par linéarité, on peut primitive les deux. Ouais, c'est exactement ça. Ça me fait du ln de phi 2 qui va me faire une primitive de cos sur sin, ça me fait du ln de sin moins ln de t. Ce qui fait que là, je vais pouvoir dire que c'est de la forme phi de h. Je reviens en noir dans ma rédaction classique. Du sec fois exponentielle ln de sinus t moins ln de t. Oh, on retombe sur la même fonction que celle de base. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire plus ou moins pour résoudre l'équation avec second membre? Parce que là, pour le moment, on n'a résolu qu'une équation homogène. On va faire une méthode de la variation de la constante. Ah bah mince alors! Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on va pas l'injecter dans la même équation. Tout à l'heure, ma variation de la constante, je l'ai injectée dans l'équation E. Ici, la variation de la constante, je dois l'injecter dans l'équation du Wronskien, qui n'est pas la même équation. Mais, bizarrement, je vous assure, qu'est-ce qu'on va trouver comme variation de la constante? On va tomber sur du C' est égal à 1 sur sinus carré. Et on va retomber sur les mêmes calculs. C'était pour ça que ma méthode un peu contournée de dire je tente une variation de la constante dès qu'on m'a donné une première solution a du sens. C'est parce qu'en fait, comment on l'a trouvé cette solution? En passant par le Wronskien et en faisant des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que les calculs tournent et marchent en fait. Du coup, alors cette équation, je ne vais pas donner de nom. Je vais l'appeler W cette équation, ou WE, pour dire que c'est une équation du Wronskien. Pour trouver
une solution particulière à WE, on applique, c'est une équadive d'ordre 1 réel, on applique la méthode de variation de la constante. Je vais un tout petit peu vite parce que ça va être un peu lourd sinon, enfin ça va être un peu long. Mais donc, je vais mettre, on injecte phi de p de t qui est égal à c de t fois sinus t sur t dans WE. Est-ce que quelqu'un a retenu ce que j'avais résumé de la variation de la constante? Je sais qu'il manque la ligne du bas, mais je veux injecter une méthode de variation de la constante, donc avec du c de t, dans cette équation-là. Quelle est l'équation que je vais obtenir? Tiens, je vais la prendre, je vais la recopier en bas. Et je veux que quelqu'un se lance dans me dire directement, si j'ai pas fait d'erreur dans tous mes calculs jusque-là, voilà ce que doit donner l'équation de la variation de la constante. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Alors, je vous ai dit, ça a quand même un intérêt de la faire, la variation de la constante en entier, pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, mais je vous assure que j'ai pas fait d'erreur de calcul, je vous ai déjà fait cet après-midi pour être sûr que ça marchait bien. Surtout ma méthode de variation des constantes, en fait. C'est surtout l'autre méthode que j'ai vérifiée, mais j'avais fait le Wronskien avant pour être sûr que les solutions étaient les mêmes. Elle va donner quoi, mon équation en C'? Alors, je peux leur expliquer vite fait sur le côté, mais je vous assure que ça doit aller vite. On a une équation qui est du type phi 2' moins a phi 2 est égal à b. Si j'injecte dedans, en fait, ce que j'appelle phi 2p, c'est c fois phi 2. Donc, encore une fois, phi 2p', c'est c' phi 2 plus c phi 2'. Si j'injecte là-dedans, ça me fait du c' phi 2 plus c phi 2' moins a fois c phi 2 est égal à b. Sauf que ceci, je sais déjà que ça fait 0. Parce que phi 2 est une solution de l'équation homogène. J'aurais pas dû écrire, c'est pas avec un b ici. C'est une solution de l'équation homogène. Donc ceci fait 0. Donc à chaque fois que vous faites la variation de la constante, si vous n'êtes pas trompé, vous devez mettre c' de t fois la fonction que vous venez de trouver est égal au second membre. Et si maintenant on remultiplie tout ça par t sur sinus de t, ça fait ô magie c' de t qui fait constante sur sinus carré de t. On retombe sur la même calcul de primitif qu'on avait obtenu tout à l'heure. Du coup, je reviens un peu vite, vu qu'on l'a fait tout à l'heure. Ça fait c, pardon, c'est pas c', ça fait c de t, qui se primitive en une constante que multiplie moins... non, c'était l'inverse que d'une tangente, donc c'est moins cos sur sin, on avait trouvé. Ce qui implique que phi 2p de t, c'est c fois moins cos sur sin fois sinus t sur t. Et on retombe de la même façon sur moins constante fois cos t sur t. Je conclus, les solutions de E sont de la forme x de t qui fait alpha fois sinus t sur t plus bêta fois cos t sur t. Oui, le moins que je trouve dans ma primitive, je peux le rentrer dans la constante. Faire moins c fois cos t sur t si c est réel, c'est la même chose que faire c fois cos t sur t.
Bon, soyons clairs, vous ne tomberez pas sur le Vronskien à l'écrit. Je pense pas. Vous tomberez dessus, vous pouvez tomber largement dessus par contre à l'oral. Mais c'est un truc trop long, trop compliqué. Si on n'est pas derrière vous pour vous guider, on vous laisse pas faire une question comme ça. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ou alors si, mais très guidé, même à centrale. J'imagine bien, hein, vérifier que l'équation différentielle vérifiée par le Vronskien est telle équation. Résoudre cette équation. En déduire les solutions de E. Ouais, ok, 3 questions avec des guides intermédiaires. Ah, mais une question comme ça dans un sujet de concours, non. J'y ai passé combien de temps là? J'ai commencé à 5. J'ai passé 33 minutes, sachant que j'ai avancé quoi. J'ai fait les calculs très vite, j'ai... Tant que vous finissez de noter, je vais vous chercher votre poly-TD et votre machin maintenant que j'ai fini ça. Je voulais absolument après ça. Peut-être mes clés. Non, c'est accessible. Je vois une définition, je sais de faire pas. Je sais pas si dans le casier, si dans ça, faut que je vérifie. Et un très gros chapitre. Hop. 1, 2, 3. Non, c'est l'avant-dernier. Hein? C'est que c'est des conséquences. Typiquement, en gros, là, ça sert à rien de résoudre un système différentiel si tu ne sais pas diagonaliser une matrice. C'est un peu l'idée. Et là, c'est un peu la même chose. C'est rien de faire du calcul diff sur de l'horaire si vous ne savez pas diagonaliser une matrice. Parce qu'en gros, vous allez être bloqué dès la deuxième question. Donc c'est plutôt, c'est pas que c'est moins important, typiquement là le chapitre de calcul différentiel, je sais pas ce qu'il leur a pris, ça tombait très peu et ils ont décidé l'année dernière de le faire la même année, c'est tombé à E3A et à CCINP en exo. Alors c'est un exo, c'était pas un problème, mais ils ont choisi de mettre l'exo sur ce thème-là la même année. Bon, c'était à chaque fois diagonaliser des matrices, hein, mais les cacher au milieu des exos, et notamment je sais plus lequel des deux, il y en a deux qui étaient plus tordu que l'autre, parce que du coup ils ont voulu tourner ça comme ce que vous aimez pas, comme une optimisation sous contrainte. Et vous aimez pas ça.
Non. Sinon, ça aurait été fait depuis longtemps. Ça aurait été mon premier chapitre. Pour histoire de vous remettre une bonne claque de produits scalaires dans les dents. Comme j'ai dû le faire en révision. Voilà. Mais sinon, ça aurait pas été des révisions. Je vous aurais fait le produit hermitien. J'ai dit c'est pareil que dans R, mais on met des barres partout. Oui. Je suis rendu précis à un certain moment, dans les calculs numériques, R privé de 10 sur 2. Oui, faut que je revienne là-dessus. J'ai oublié d'en reparler à la fin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait toute la méthode du Wronskien jusqu'à obtenir ceci. Ok, on fait toute la méthode du Wronskien jusqu'à faire ceci. Et pour que ça marche, je suis d'accord, mais ma résolution ne marchait que sur les intervalles qui ne contiennent pas pi sur 2. Mais ma solution finale, en fait, au final, je peux clairement dire que phi de p est continue sur 0 plus l'infini. Je peux clairement dire, et je dois clairement le dire, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et solution de E. Alors, il faudrait le vérifier. Il faudrait dire je le vérifie. Vous le faites pas, mais vous dites à vérifier. Et à ce moment-là, votre solution, elle est comme ça, et on n'a rien à vous dire. C'est-à-dire que le Wronskien et le machin ne sont qu'une méthode calculatoire pour déterminer cette solution, en fait. Mais du coup, à la fin, il faut quand même que vous dites que vos calculs un peu tordus en nous enlevant les pi sur 2 marchent quand même. Je suis d'accord. On va s'attendre à une phrase de plus, ou alors ce sera un point hors barème, mais on va valoriser quelqu'un qui dit j'ai pas fait des calculs n'importe comment sans faire gaffe. Au moment où vous avez divisé, quand vous avez dit je peux pas prendre pi sur 2 plus qu'à pi, il faut dire à la fin pourquoi c'est pas grave. Bah en fait, c'est à cette ligne-là que c'est pas grave. En fait, c'est à cette ligne-là où tout se passe. Entre guillemets. C'est là où ça se simplifie. En fait, je n'ai pas besoin de diviser par sinus t à aucun moment quand j'applique ma vraie solution finale. Et c'est ça qui fait marcher les choses. Ok. Alors, je voulais revenir aussi sur un autre exo. On n'en a fait qu'un de théorique, alors je voulais en faire un deuxième. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ça. Et je voulais en refaire un, même si vous n'avez pas aimé. Et comme on n'a pas énormément de temps, au moins je finirai peut-être pas les calculs, mais... Alors, hop. On l'a pas fait celui-là. Alors j'ai mis l'autre qu'on avait déjà fait là-dessus aussi dans les exos de colle, mais c'était plus pour avoir un exo un peu théorique qui est lié à la... Est-ce qu'une fonction est dérivable ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment ça marche? Je vais vous faire calculer ce déterminant. Alors il y a un problème encore une fois de notation, il faut que j'arrête. C'est pas C1 de t qui vaut xx carré sur 2 xn factoriel, c'est C1 de x. Sinon ça... C'est quoi ce déterminant? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous devez voir? Ryan? Non, la matrice compagnon d'un polynôme, c'est si je te donne le polynôme x cube moins 7x carré plus 3x plus 9. Non, ce que j'appelle une matrice compagnon, déjà, ce serait une matrice 4-4. Et ce serait une matrice qui aurait que des... Alors, c'est que des 1 sur 1. Non, je sais plus où ils sont. Attends, faut pas que je dise de bêtises. Non, ce serait une matrice 3-3. Et je mets des 1 en dessous de la diagonale. Non, je veux qu'elle soit inversible. Non, je mets des 1 sur la diagonale et la dernière colonne, ça doit faire 9 moins 3, 7. Un truc comme ça. Bon, elle est 3, 3 du coup. C'est ça une matrice compagnon. En gros, c'est une matrice. Ce qu'on appelle matrice compagnon, c'est une matrice dont le polynôme caractéristique, c'est ça. Ouais. Non, il manque un 1 et mes 1 ils sont pas sur la diagonale, je suis d'accord. Les 1 ils sont juste en dessous de la diagonale. Et on met bien le 9. Alors si c'est 9, 3, moins 7. Je mets le 1 quand même pour obtenir ça. Bah non, je vais obtenir un polynôme de degré 4. Non, c'est bien ça.
Non, c'était bien ça. Sinon, je peux pas obtenir un polynôme de degré 3. Mais les zéros doivent être... Ça doit être juste être 2, 1 comme ça. Ouais. Alors, je sais plus si je mets le 9 là ou le 9 là-haut et le moins 7. Faut que je refasse les calculs et faut que je vérifie, mais c'est un truc comme ça. Oui. En fait, en bas, on a phi 1, puis on a phi 1 prime, avec un plus gros, ça doit être une forme de sorte de Wronskian. Inversé, je peux. À n variables si tu veux, mais... Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que vous devez remarquer, c'est le but de ce que vous devez remarquer, c'est que cette colonne-là, c'est la colonne C1. Puis, cette colonne-là, c'est la colonne C1'. Puis, la colonne d'après, c'est la colonne C1 seconde. Et ici, alors, faut bien voir, on va de la puissance 1 à la puissance n. Donc, c'est un truc, c'est un déterminant de taille n. Donc, la dernière colonne, c'est C1 dérivé combien de fois? Ahmed? Moins 1. Ouais. J'ai besoin d'une colonne, je commence à dériver zéroième. Donc c'est la dérivée n-1e. Tout à fait. Ouais, ce déterminant, c'est le déterminant des colonnes. Alors je vais peut-être plutôt que de le mettre comme ça, j'aurais peut-être dû le noter comme ça, c'est peut-être mieux. Déterminant de C1 de x, C1' de x jusqu'à... C1 n-1 de x. Ok, on a compris la première chose. Comment on va le calculer maintenant qu'on a vu ça? Soyons clairs, les colonnes ont à voir avec l'opération de dérivation. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette fonction dnx? Axel? Est-ce que une équation différentielle? Alors, on va pas tomber sur une équation différentielle, mais moi je pense qu'il faut peut-être essayer de la dériver, cette fonction en tout cas. Alors, d'ailleurs, c'est la première chose, d'un point de vue rédaction, ça me va pas du tout ça. Parce que là, vous parlez de C1' sans jamais avoir dit c'était dérivable. On va juste en parler. Je vais dire que la fonction qui a x donne C1 de x. Et... Alors, j'ai juste parlé de dérivabilité, tiens, j'ai pas encore parlé de ça. Ah si, j'ai parlé de classe A, si, je l'ai fait, pardon. Et de classe C infini sur R comme fonction polynomiale. Ouais. Polynomiale, coordonnées. Coordonnées par coordonnées. Ah, j'arrive pas à écrire mes n. Voilà. La fonction dn. En fait, c'est justement c'est le det de C1 de x jusqu'à C1 dérivé n-1e de x. Et la composée non, je vais pas, pardon. Je vais juste mettre que c'est un polynôme en x, chaque coefficient étant un polynôme en x. Donc la fonction dn est elle aussi C infini sur R. Et maintenant, je vais aller calculer dn'. Et j'ai une question pour vous, c'est pour ça que je voulais refaire cet exo. Comment je vais calculer dn'?
Ok? Parce que c'est une forme multilinéaire, on parle de la généralisée. Ouais, on fait la formule de Leibniz généralisée avec les formes multilinéaires. Alors on va le faire à la main, c'est parce que justement je l'ai fait qu'avec une forme bilinéaire, je voulais le faire une fois avec une forme multilinéaire. Comment ça marche? Bah, je prends ma forme multilinéaire et je dérive une fois chacune de mes colonnes. C'est-à-dire qu'en fait ça devient déterminant de C1', C1', C1 seconde jusqu'à C1 dérivé n-1e. Je mets pas les x pour gagner un peu de lisibilité. Le C1', c'est en fait G dérivé par rapport à la première composante. Première composante de la forme multilinéaire. Ok. Mais dans ce cas-là, il y a un deuxième terme. Il y a le terme où je dérive par rapport à la deuxième. Ça va me faire du C1, C1 seconde, C1 seconde. Je continue, je vais avoir du C1 dérivé n-1e. Et je vais en faire plein des dérivés comme ça, et je vais arriver sur une dernière dérivée, où je vais avoir C1, C1'. Je vais aller en fait jusqu'à C1 dérivé n-2. Et ensuite, je vais dériver la dernière, et ça va me faire du C1 dérivé n-ème. Complètement d'accord. On a quasiment fini. Quasiment, il y aura le calcul après, mais je vais juste vous expliquer comment on calcule. C'était cette idée-là que je voulais qu'on développe, et pourquoi elle est super utile, cette idée-là. Vous devez remarquer quelque chose par vous-même si vous connaissez vos propriétés des déterminants. Ryan? Lequel qui va être nul? La C1 dérivée n-ème? Non. Regarde la dérivée n-1e. Ça fait du 1x là-bas en bas, donc quand je vais dériver ça, il me restera un 1 tout en bas. Ça fait pas 0 Cn. Non, beaucoup plus simple que ça. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Ça mesure quoi le déterminant? Ça mesure quoi le produit scalaire? Axel? Faut se dire, c'est un angle. Mais donc, globalement, ça mesure quelle notion? L'orthogonalité. Ça mesure quoi un déterminant? C'est lié ou pas? Oui, donc ça mesure la collinéarité, plus ou moins. Ok. Y a pas un truc bizarre là? Attendez, faut que je trouve mon pointeur. Dans ce déterminant-là, j'ai deux fois la même colonne. Que vaut ce déterminant? Est-ce que cette famille est libre? Bah non, elle n'est pas libre, elle est complètement liée. Donc ce terme-là, il fait 0. Regardez ce qui se passe dans le deuxième. J'ai deux fois la même colonne, celui-ci fait 0. Alors j'ai pas écrit l'avant-dernier. L'avant-dernier, si je vous l'écris, je vais le rajouter peut-être à la page du dessous, mais juste pour vous montrer. L'avant-dernier que j'ai oublié d'écrire, il ferait déterminant, j'ai du C1, C1', C1 seconde. L'avant-dernier, en fait, j'aurai la colonne. Attendez, n-3 que je vais dériver. Donc la n-3 que je vais dériver va devenir une n-2. Puis ensuite, j'ai la n-2. Non, pardon, c'est pas ça. Je déclale d'un cran, pardon. Je vais devoir dériver la n-2e qui va devenir du coup une n-1e. Puis j'ai encore une n-1e derrière. Donc l'avant-dernier, ça fait ça. Et l'avant-dernier, encore une fois, il y a deux fois la même colonne. Donc l'avant-dernier, le déterminant va faire 0. Par contre, celui-là, il n'a aucune colonne identique. Du coup, dn' de x, c'est égal au déterminant de C1, C1', C1 dérivé n-2 et C1 dérivé n-ème. Et comme tu nous l'as fait remarquer, Ryan, si je l'écris sous forme de colonne, ça, bah ça fait la première colonne, celle qui est en 1x, x carré sur 2 jusqu'à... attendez, il faut que je remonte pour trouver le... Ah non, je commence à x, j'allais dire, j'ai un problème.
mais c'est parce que je commence à x. Donc on a la première qui commence à x qui va jusqu'à xn sur n factoriel. On a la deuxième où il y a, non, où il y a un 1. J'ai un x et je vais jusqu'à xn-1 sur n-1 factoriel. Je vais jusqu'à l'avant-dernière, celle-ci, celle qui joue le rôle de celle-ci, où il y a des zéros partout. Et c'est la dérivée de moins deuxième, donc il me reste du 1, du x et du x carré sur 2, et ça s'arrête. Et maintenant, c'est celle qui était en 1x, mais je dois la dériver. Donc si je la dérive, la dernière colonne, ça va me faire des zéros partout, et juste en bas, 1. Oui. Ouais. Du coup, je peux développer ce déterminant par la dernière colonne. Et je vous assure que si on barre cette colonne-là et qu'on barre cette ligne-là, ce qui va rester, c'est le déterminant dn-1 de x. Oui. Ben ton mineur, tu sais que c'est du moins 1 puissance i plus j. Donc comme tu es en coefficient nn, en fait, ça fait du moins 1 puissance 2n. Donc on est sûr et certain que c'est un plus. En fait, on sait toujours que le premier et le dernier, c'est des plus. Quelle que soit la taille de la matrice carrée. Juste, on va arrêter là. Il manque plus grand chose. On n'a plus d'exo de calcul sur les variables. En gros, on a une fonction dn' de x qui vaut dn-1 de x. Bah, c'est pas si évident que ça. Vous avez pas trop eu ce genre de relation de récurrence, parce que c'est une relation de récurrence avec une dérivée. Non, c'est pas une équation différentielle, vu que c'est pas la même fonction. Non, il y a un truc tordu, mais il n'y a pas le choix, il faut faire la récurrence, c'est-à-dire qu'il faut aller voir ce que c'est que D1. Je vous assure que si vous calculez D1 à l'ordre, c'est un déterminant 1, ça fait x. Si vous calculez D2 de x, ça fait x carré sur 2. Et du coup, si vous extrapolez un tout petit peu, ça doit faire quoi D3 de x? Ah, mince, une petite feinte. Oui. Sur? Tu m'as dit? Ouais, bah justement, j'avais pas pensé qu'on pouvait se rater et penser que c'était 3 sans la factorielle. Mais si vous mettez du 3 sans la factorielle, la récurrence marche pas. Je vous assure que si vous pensez à mettre le 3 factoriel, la récurrence marche. Parce qu'on sait à chaque fois, du coup, je vais l'écrire, parce qu'on sait aussi autre chose. Il faut remonter là-dessus. Je remonte sur ça et on a fini l'exo. Est-ce que pour une certaine valeur de x, vous savez me le calculer simplement ce déterminant? Si vous fixez une valeur de x, est-ce que vous pouvez me le calculer? Tn de quelque chose est égal à quelque chose. Axel? Si on prend i sur 0. Oui, dn de 0, ça fait une matrice triangulaire supérieure stricte. Et puisque une matrice triangulaire, on prend les valeurs sur la diagonale. Sur la diagonale, il n'y a que des zéros. Donc ça fait que dn de 0 vaut 0. Donc maintenant, si je redescends là-dedans, si vous savez ça, c'est-à-dire que si vous supposez par récurrence que ça fait x puissance n-1 sur n-1 factoriel, ça c'est la dérivée de dn, donc dn de x, ça devient la primitive qui s'annule en 0. Du coup, ça devient t puissance n-1 sur n-1 factoriel. Et ça, je vous ai dt, et ça, je vous assure que ça fait du x puissance n sur n factoriel. Et c'est là que vous vous rendiez compte que si vous ne mettiez pas la factorielle, ça ne marchait pas. Voilà. Bon, c'est pas la fin qui m'intéresse, je vais très vite sur la fin, c'est pas le calcul du déterminant. J'avoue que la relation est un peu particulière. Ce qui m'intéressait, c'était vous refaire un exo où on dérivait une forme multilinéaire. Typiquement, très bon exo de fin d'oral de centrale ou mine-pont, ce genre de choses. On n'a pas beaucoup de temps, on voit si vous avez des idées, et si vous avancez là-dessus, le but c'est pas de faire le calcul, quoi. C'est de penser à dire, tiens, quand ça fait 0, ça fait ça, je remarque que les colonnes c'est des dérivés.